Bienvenue à l'INSEP, la plus grande fabrique de champions en France, implantée ici, dans le cœur du bois de Vincennes. Ces Jeux olympiques et paralympiques 2024 sont l'occasion d'un coup de projecteur sur la vie sportive parisienne. Entre histoire et nouveauté, je vous propose de découvrir un Paris tonique et athlétique, un Paname qui transpire. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'Amandine Chéniaud, une chef qui se prépare aux Jeux olympiques et paralympiques. Avec Frédéric Jarsal, nous vous raconterons l'histoire du fronton Chiquito de Combo. À Pantin, il existe une plage où l'on pratique du beach volley. J'irai ensuite à la découverte de l'anneau cycliste de Longchamp, dans les roues de Nicolas, véritable fondu de vélo. J'irai ensuite essayer le Double Dutch, un sport acrobatique venu tout droit des États-Unis. Mais pour commencer cette émission, j'ai rendez-vous avec Fabien Canu, directeur général de l'INSEP. Elle est impressionnante cette halle, Fabien Canu. Ça reste la plus grande halle sportive couverte d'Europe ? Une des plus grandes. C'est la plus ancienne, en tout cas. C'est vrai qu'à l'époque, ça a été une énorme innovation. Je la classerais dans les 3 plus grandes en Europe. On s'entraîne, on fait... On s'entraîne à quoi, alors, précisément ? Alors, avant tout, l'athlétisme, oui. Bien évidemment, sur le 100 mètres, 110 mètres haies, la longueur, la perche. Donc, ça veut dire quoi ? On a une piste d'athlétisme ? Alors, on a toute une piste qui fait 330 mètres, qui fait le tour, qui sert aux athlètes, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de sports qui viennent faire de la préparation physique. C'est un peu le cœur vibrant de l'INSEP. L'INSEP, on comprend Institut National du Sport, ça on comprend bien, un peu moins expertise et performance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le sport de haut niveau, c'est plein de paramètres. C'est de la nutrition, c'est de la préparation mentale, c'est de la recherche, c'est de la data, et j'en oublie. L'idée pour nous derrière, c'est d'amener tous ces services et d'avoir des experts pour ça, ce que l'on a. Alors Serge, vous êtes coach, entraîneur pour la Fédération française d'athlétisme et vous occupez d'Asdin. Pour quelle discipline ? Il fait du 1500 mètres. C'est ce qu'on appelle quoi dans le domaine du demi-fond. Du demi-fond. Oui. Ici, vous avez tout le matériel que vous voulez. Oui. Vous avez besoin de quoi, vous ? Nous, on a besoin d'une piste, d'un chrono, d'une salle de musculation, et puis de ce que peut nous fournir l'INSEP, c'est-à-dire aussi en amont la cellule scientifique, des outils pour travailler ensuite. Asdin, quand tu as commencé à pratiquer cette discipline, tu t'attendais à ce que ça soit aussi technique, scientifique ? Pour être honnête avec toi, non, j'ai commencé comme tout le monde dans les crosses de collège, et pour nous c'était plus de l'amusement qu'autre chose, mais après une fois on passe des étapes, on arrive au niveau international, on est obligé de travailler tous ces petits détails pour être vraiment performant avec les meilleurs. D'accord. Là, vous préparez quoi ? Vous préparez les championnats du monde qui auront lieu cet été à Budapest. Et puis après c'est quand même... Et après, c'est les Jeux de Paris 2024 à la maison, à Stade de France. Paris 2024 à la maison au Stade de France. T'y penses déjà ? T'es tout le temps dedans ? J'y pense depuis Tokyo. Ah oui, il y a du matériel. Il faut combien de temps pour faire un champion ? Grosso modo, on dit que c'est 10 000 heures d'entraînement au plus haut niveau, c'est une dizaine d'années. Là, on est à quelques mois maintenant. C'est la course contre la montre, à moins de 400 jours, c'est demain matin en fait, on n'imagine pas. Alors parfois loin pour certains sportifs qui disent « attendons, il y a les sélections, il y a le choix du monde, mais on a tout ça dans un coin de notre tête ». Des jeux à la maison, c'est fantastique. On sait très bien que c'est tellement rare, c'est une occasion unique. Donc on s'y prépare. Je vis un rêve éveillé. Et une pression. Pour moi, une des inquiétudes, c'est que les sportifs vont vouloir en faire davantage.
qu'est-ce qu'ils font habituellement, parce que pris par l'engouement, l'envie d'être au jeu, et que à un moment donné, on tire un peu trop sur la machine. Ouais. Donc pour ça, il y a des signes avant-coureurs qui font comprendre parfois que vous dormez mal, qu'il y a des petites douleurs un peu musculaires aux jambes, qui font dire attention, on est dans la zone rouge. Jacqueline Delors a été 4 fois championne du monde de natation. Aujourd'hui, elle fait partie des experts de l'INSEP. Elle s'occupe de la préparation physique des athlètes et de celle des blessés. Au bout des pieds, là, ici. Je veux que tu ailles sur les côtés, chercher derrière. Ouais. C'est peut-être top secret tout ça, mais tu as des consignes des médecins, tu as des informations qui sont données en amont? Tout ce qui concerne la réathlétisation, les consignes viennent des médecins. Oui. Et ensuite, quand c'est le cadre de la préparation physique, c'est l'entraîneur ou le préparateur physique, ou moi j'ai des expériences en fonction des disciplines et des spécialités. On travaille au plus proche des exigences de chacun. Donc pour notre escrimeur qui souffre de la hanche. Lui, c'est réathlétisation. On va faire des exercices de mobilité. Ton outil de travail, toi, c'est l'eau. Moi, c'est l'eau. Pourquoi l'eau? Mes parents se sont rencontrés dans une piscine. Ah! Je suis un bébé nageur, parce Ouais. que mon papa était MNS. Et ensuite, j'ai eu une carrière de nageuse de haut niveau. Tout mon métier s'organise autour de ma passion, qui est l'eau. Un athlète qui se blesse jamais, ça n'existe pas. Non. 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 On voit pas ça, t'en as jamais Alors, vu à passer. part les nageurs, Ah, les nageurs, oui, parce qu'ils sont toujours... bon, après, ils ont des problèmes d'épaule. Ouais. Mais non, dans un cursus de haut niveau, la blessure fait partie du sportif. Moi, je suis là pour essayer de réparer, de préparer les corps à revenir dans l'entraînement. Le premier, 25 papes, 25 dos de bras. Là, tu récupères du 25 papes, ok? Toutes les séances sont individualisées. Oui, oui, oui. S'il y a 25 personnes, il y a 25 séances différentes. Voilà. Alors Jacqueline, les Jeux olympiques et paralympiques approchent. Est-ce que tu as des demandes particulières de la part des athlètes de l'INSEP? Il y a déjà des demandes de suivi annualisé, ça veut dire c'est une séance par semaine pour faire du cardio et sans risque de créer des blessures, sans se faire mal puisque dans l'eau on peut forcer. La performance des athlètes dépend de leur préparation physique, mais également d'une bonne assiette. J'ai rendez-vous maintenant avec Amandine Chéniaud, l'une des 3 chefs qui vont préparer les menus au village olympique. Bonjour Amandine. Salut, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que tu nous cuisines là? Alors là, c'est un petit lieu, Oui. un joli poisson atlantique, Qui sera Et, servi avec quoi? qu'on va travailler avec des girolles et de la courgette. Et de la courgette. Ouais. Ça, c'est un plat que tu sers ici dans ton restaurant? Oui, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on fait au restaurant. Donc beaucoup de végétal, des poissons bien sourcés, pas d'espèces qui sont en danger. Mais est-ce que ça sera un plat, par exemple, qui sera proposé aux athlètes au JO en Alors ça, 2014 je ne à peux pas encore Paris? te le dire, Pourquoi? parce qu'on n'a pas encore eu de retour du CIO. Pour moi, c'est un honneur, c'est aussi un challenge, parce qu'on parle quand même d'une énorme mécanique. Oui, on parle de combien là? 40 000 repas? C'est énorme, ouais, pendant 2 fois 40 000. 15 jours. Donc, c'est, Tous les jours, 40 000 personnes. alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais de mémoire, c'est à peu près Alors, colossal. dis-moi, sur place, c'est à la Cité du cinéma. Et là, tu seras au milieu, tu seras là en disant ça, ou tu seras dans un bureau avec un ordinateur, t'es dans Ah non, l'idée c'est qu'on soit au cœur du réacteur, qu'on soit dans cette grande halle de la Cité du cinéma et qu'on soit là vraiment pour C'est faire ça. une cuisine qui soit vivante. Ouais, tu veux que les athlètes te voient. Bah oui, Voilà, c'est la chef. Moi aussi, j'ai envie de les Chéniaud, voir. T'as envie de les voir? Bah oui. moi j'ai envie de mettre mon petit grain aussi dans ces Jeux Olympiques. Mon premier poste de chef c'était au Raphaël, dans le 16e arrondissement de Paris. À l'hôtel. Ouais. Et puis après j'ai fait un petit passage par Londres. Ah. Donc là je suis restée 3 ans là-bas, j'ai adoré, cette ville est incroyable. Et puis au bout d'un moment je me suis dit bon allez, maintenant il est temps de t'installer, je suis rentrée à Paris et ça- j'ai ouvert Pouliche. Tu as commencé par Pouliche. Pourquoi Pouliche? Pourquoi ce nom? Pouliche, c'est un petit clin d'œil en fait par rapport au lieu déjà parce qu'ici on est rue d'Anguin, c'était les écuries des Halles de Paris à l'époque. D'ailleurs, si tu vas tout au fond du restaurant, tu verras qu'il y a les pavés qui sont inclinés, qui étaient les écuries originales. Et puis c'était un surnom qu'on m'avait donné pendant le Bocuse d'Or. De la même façon que quand tu prends quelqu'un sous ton aile, t'es son poulain. Bah, moi j'étais devenue la Pouliche. D'accord. Si j'avais eu une branche de thym, je t'aurais bien mis une branche de thym, mais j'en ai pas. Il n'y en a plus? T'as pas une petite branche de thym, ma petite chatte? Non? Ou romarin, ou je sais pas. Voilà, tu vois, ça c'est la cuisine que j'aime. Qu'est-ce que tu voudrais que des athlètes mangent
Qu'est-ce que tu leur proposes, toi? Déjà, j'ai envie qu'ils se fassent plaisir. Ouais, Parce ça, que c'est important. évidemment, il y a les temps de repas avant les épreuves, où là, on est dans la recherche de la performance avec un plan de diététique très strict. Mais il y a aussi des moments de loisirs. Ah oui, Bah oui, puis tu te doutes bien que des athlètes qui viennent de l'autre bout de la Terre, oui, ils attendent un peu de bien ah, manger voilà, en France. ils ont envie, Ah oui, ils ont sont des au pays de la attentes, ils arrivent en gastronomie. France. Donc moi, j'ai envie qu'ils se fassent plaisir. Wake up in the morning, see a sunrise, loves to go down. C'est super bon. Bravo. C'est parfait. Lousy lovers pick their prey, but they never cry out loud. Frédéric Gersal m'a donné rendez-vous au fronton Chiquito de Cambo, site olympique construit en 1924 pour les premiers Jeux olympiques dans notre capitale. Mais je suis très jaloux, je veux le même petit drapeau que vous. Ah. Waouh, 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 cette tenue de basque vous va à ravir. C'est une tenue très officielle. Hein. Bah oui, c'est normal, on est Ah ben, sur un terrain de pelote basque là. absolument. Et pas n'importe lequel. Ah ben non. Figurez-vous que la pelote basque est un sport qui a été inscrit aux Jeux Olympiques de 1924. Ici, 1924, le fronton s'est marqué dessus Ah d'ailleurs. ben voilà, 1924. c'est inscrit dessus, 1924. Qui a joué sur ce fronton pour les Jeux Olympiques? Alors il y avait deux équipes d'inscrites, l'équipe d'Espagne, logique, Pays Basque, et puis l'équipe de France. Donc il y a eu un premier et un deuxième, pas Voilà, de troisième. exactement. Il n'y a eu que 2 médailles d'offertes. En fait, à l'époque, on parlait de prix. Donc ce sont des prix qui ont été attribués. L'Espagne a remporté le premier prix et la France le second prix. Second prix, dommage. Et puis le CIO, en 2004, donc bien des années plus tard, a décidé de se transformer ces prix qui étaient attribués à l'époque en médailles. D'accord. En 2004, pas En avant 2004. Donc c'est l'année où a été remise la médaille d'or à l'Espagne, qui est donc sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques de l'ère moderne. Parmi les grands joueurs de l'époque, 1924, début du siècle, il y avait Chiquito de Cambo. C'était qui ce Chiquito de Cambo? Quel personnage! Il est devenu champion du monde. Et à 17 ans, figurez-vous. Ouais. En fait, il est né au Pays Basque, à Cambo-les-Bains, d'où ce surnom de Chiquito de Cambo. Et il a lancé son gant au visage du champion du monde de l'époque, Arouet, Ouais. en lui disant, voilà, je te défie à la pelote basque. Et il a remporté son match contre le champion du monde en titre par 60 à 33. Donc c'était une victoire écrasante. Ah oui, c'était une vraie volée là. Et c'est là qu'il a gagné ce surnom de Chiquito de Cambo. Chiquito qui veut dire le petit, Petit, oui. de Cambo, parce qu'il était né à Cambo-les-Bains. Et que le match s'est déroulé à Cambo-les-Bains, justement. Ce Oui. match opposant le champion du monde et lui. C'était un vrai personnage. hein. Ah, c'était un vrai personnage, une légende. Et alors, il est honoré ici. D'ailleurs, son nom est donné à l'ensemble des terrains qui se trouvent ici. Et il a son effigie juste derrière, sur le long d'un mur. Ça a été un site olympique en 1924. Il n'en reste pas beaucoup de ces sites olympiques. Non, moi j'en compte 3, 4 peut-être. Il y a Le stade de, le stade de Colombes. de Colombes, oui, avec sa fameuse piste. Ouais, il y a la piscine des Tourelles. La piscine des Tourelles. Et puis ici, Et trois puis ici. sites. Voilà, absolument. Entre les mains, vous avez le fameux drapeau olympique. Ah oui. C'est quoi son histoire de ce drapeau? Alors, il a été dessiné par Pierre de Coubertin en personne en 1913. Mhm. Donc, il a flotté sur les stades olympiques à partir de 1920 aux Jeux d'Anvers. Donc, en 1924, lorsque les Jeux se déroulent ici même, sur ce terrain, c'est la deuxième fois qu'on voit flotter au vent ce symbole des Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce drapeau? Alors, il nous raconte, il y a 2 symboles majeurs. Il y a d'abord ces 5 cercles entrelacés qui représentent les 5 continents, donc c'est l'universalité, c'est le monde. Mais en plus, il y a ces 5 couleurs, on voit bien, les anneaux sont de bleu, jaune, noir, vert, rouge, plus le fond blanc qui est la 6e couleur. Et bien avec ces 6 couleurs, vous pouvez réaliser les drapeaux du monde entier. C'est toujours un lieu pour jouer à la pelote basque, Oui. à la Fistera. Il y a 2 frontons, c'est ça? Il y a une salle en plus? Oui, absolument. Et c'est très festif en fait. Oui, parce que là, il n'y a pas que, des tribunes, il y a aussi des endroits pour se restaurer. Exactement, il y a des food trucks et puis il y a des écrans géants qui retransmettent les parties, donc c'est très très festif. C'est un lieu de vie, un lieu de fête. Il faut rappeler qu'on est le long de la Seine, Ouais. donc ça donne en plus une résonance assez incroyable et c'est un lieu unique à Paris
historiques. Vous savez, à chaque fois qu'on parle de lieux historiques, on pense Versailles, on pense l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Les Invalides. Eh ben non, il n'y a pas que des personnages Non, comme Louis non, XIV ou Napoléon. non. Il y a aussi Chiquito de Cambo Chiquito de Cambo. et bien d'autres Et sportifs. bientôt, Frédéric Gersal. Ah oui. Je vous emmène maintenant à la plage aux portes de Paname. La Sand Fabrique propose 1000 mètres carrés de plage, couverte, dédiée à la pratique sportive, mais pas que. Donc là, les gars, je comprends un truc, je comprends qu'on est sur une plage, mais la mer, je la vois pas du tout. Elle est où la mer là? Il faut creuser. Il faut creuser? Le sable, il est quand même, il a son histoire avec la mer puisqu'il vient de Fontainebleau. Ah ouais, il y a très longtemps, il y avait la mer à Fontainebleau. Exactement. Donc on est sur un format de circuit court, sur un sable qui a probablement plusieurs millions d'années. Donc si on le prend ce sable, il faut qu'il soit comme ça là. Et ben, il faut qu'il soit très très fin. Il est si fin qu'il est impropre à la construction. D'accord. Et il faut qu'il respecte une granulométrie, donc c'est la taille de chaque grain. Ici, à Sand Fabrique, Ouais. il y a 4 terrains de volley. C'est combien à peu près de tonnes de sable pour arriver à les alimenter? Il faut précisément 600 tonnes de sable. 600 tonnes de tonnes. Ouais. D'accord. On est dans le seul club de beach volley en salle d'Île-de-France. De France, De France. même, oui, exactement, puisque l'idée c'est en effet de proposer la seule surface couverte de France où on peut pratiquer des sports sur sable, avec des activités annexes comme la restauration, l'événementiel à destination des particuliers, mais aussi des entreprises. Oui, on ne fait pas que jouer ici, on boit un Exactement. coup, on s'amuse, c'est un lieu de vie en fait. C'est même en effet, l'image qu'on a du beach volley, c'est l'été, sous le soleil, la plage. Nous, notre promesse, c'était ça, quoi. C'était de dire, bah non, en fait, le beach volley, ça peut être toute l'année, peu importe les contraintes météo. C'est ça l'avantage. L'hiver ici on peut jouer et c'est vraiment cool. Alors le beach volley, Igor, qu'est-ce que c'est exactement? Toi, tu es coach, hein, c'est ça? Tu enseignes? J'entraîne, je suis joueur et j'entraîne aussi. Ouais. Ah bah alors le beach volley en fait ça se rapproche beaucoup du volley en salle tel que Classique. tout le monde l'a appris à l'école. Sauf que c'est sur le sable et qu'on n'est que 2 sur le terrain au lieu d'être 6. Ah, on n'est que 2 sur le terrain. Voilà, donc Deux- c'est beaucoup plus cardio. Enfin, deux de chaque côté quand même. C'est ça, c'est une équipe de 2, c'est 2 contre 2. Et c'est les mêmes dimensions de... C'est un tout Un petit terrain peu plus petit, classique. mais à peine, 1 mètre. Ok, avec un petit handicap, c'est que ça ralentit quand Bah, même. c'est assez mouvant, ouais, effectivement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est de la répétition, c'est prendre des appuis profonds dans le sable, c'est voilà. Avant que je continue à vous battre les garçons, Oui. ça vient d'où le beach volley? Le beach volley, la première pratique, un semblant officiel, du coup, c'était dans les années 20 en Californie. La première apparition au JO, c'était en 92 à Barcelone. Ouais. Et c'est devenu un sport officiel olympique à l'occasion d'Atlanta en 96. Donc, pour les prochains JO, en 2024 à Paris, il y aura du beach volley. Ça Tout va à se fait. passer où? Ce sera sur le Champ de Mars. Champ de Mars, endroit magnifique quand Ouais. même. Parce qu'il faut que ça soit en plein air le beach volley. Ça ici, on ne peut pas faire de compétition officielle. C'est pas assez haut. Alors ça dépend du niveau. Tu as plusieurs niveaux de compétition et nous on peut accueillir les 2 premiers niveaux de compétition au niveau national mais pas international en effet parce que là il faut s'imaginer qu'on a 7 mètres de hauteur sous plafond. Ah, ça paraît énorme, mais on peut encore aller plus haut que ça. Ça paraît énorme pour nous, communs des mortels, mais à vrai dire pour les professionnels, voilà, tu peux avoir des réceptions qui vont Sauf monter à pour plusieurs Igor, il dizaines saute de à mètres. 2 mètres. Non. Voilà. Changement de tenue maintenant. Je rejoins Nicolas et ses amis dévoreurs de bitume. Mon objectif, dompter l'anneau cycliste de Longchamp. Allez hop, c'est parti. Voilà. Voilà, on est parti pour 3 km 5. Exact. Bon, ça va, c'est tout plat. Ouais, alors tout plat, tu verras qu'en réalité, il y a un faux plat dans la ligne opposée, là. Ouais. Seulement, oui, la plupart du circuit est quand même très plate. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir habituellement dans le reste de l'Île-de-France, quoi. D'accord. Ça a commencé quand exactement, cet anneau de Longchamp? Bah, il me semble que c'est quasiment aussi vieux, en tout cas la pratique cycliste est quasiment aussi vieille que l'hippodrome lui-même. Ouais. Je crois que dans les années 1900-1920, il y avait déjà des
des courses cyclistes, des critériums, derrière scooter, d'ailleurs à l'époque. Ouais. Et c'est fascinant le fait que finalement l'activité cycliste elle est consubstantielle au lieu. Il y a tout ce côté, l'anneau de Longchamp a toujours été un anneau cycliste. Il y a les chevaux d'un côté, les vélos de l'autre. Et ouais. Tu peux te rapprocher de moi, mais ça ne fait D'accord. pas peur que tu sois proche. Oui, parce que toi, tu as l'habitude effectivement de gérer les distances. Voilà, moi j'ai pas peur de ça. En revanche, c'est ça, voilà, il faut bien serrer sur la droite et tu verras, tout se passera bien. C'est ça l'étranglement, là, c'est ça? Exact, c'est le goulet ici. C'est particulier parce que c'est très étroit et il y a ces espèces de petites bosses au niveau du grand arbre qui est là. Ouais. Et du coup, il faut pouvoir les négocier correctement. Tu verras, en passant, ça va nous secouer un petit peu au niveau de la selle. Hop là, regarde. Ah oui. Ouais, il faut être. D'accord. Là, je viens à droite, le long de la ligne qui est presque effacée. Et comme ça permet aux autres qui sont derrière nous de passer aussi vite qu'ils en ont envie. Oui, l'idée c'est de ne pas ralentir les autres coureurs. Exact. Ou de rouler aussi vite qu'eux. Voilà. Donc là, tu vois, on est dans le groupe. D'accord. Et si on se continue à s'approcher, on va avoir ce qu'on appelle l'effet d'abri, l'effet d'aspiration qu'on peut sentir quand on est proche des cyclistes qui nous précèdent. Ok, donc c'est moins, on produit moins d'efforts. Exactement. Donc là, on a profité un petit peu de l'aspiration, maintenant ils sont partis. Ouais. Et du coup, on n'en profite plus. C'est ça tout l'intérêt de rouler en peloton alors? Exact. C'est le fait de profiter un peu du plaisir de la vitesse sans l'effort qui devrait normalement venir avec. Et donc là, il y a des codes, il y a des règles à respecter? Ce qui est important déjà, c'est de faire attention à ce qui se passe autour, de ne pas faire de mouvements brusques en réalité, parce que ce qui cause les chutes en général, c'est ce qu'on appelle les vagues. Imagine que je vienne trop proche de toi, tu vas vouloir t'écarter, et ça va s'écarter à côté du camarade à gauche, et ça va créer une grande vague. Et ça, c'est problématique. Parce que là, on n'est pas tout à fait protégé des voitures. C'est ça. Waouh. Et ça, tu le fais à fond, toi? Ça va un peu. Oui, en général, on va plus vite. Et là, tu t'arrêtes de pédaler, tu restes bien sur ta droite. Ouais. Pour finir ma découverte d'un pari tonique et athlétique, j'ai rendez-vous maintenant avec des athlètes championnes de double dutch. Bravo les filles, bravo, waouh, c'est spectaculaire. Donc là, vous êtes en train de pratiquer ce qu'on appelle le double dutch. Exactement, le double dutch, c'est un sport qui vient tout juste donc des États-Unis, qui vient donc de deux petits enfants hollandais qui en faisaient donc dans la rue à New York. Dans le Bronx. Oui, là on est dans les années 60, c'est ça? Exactement, c'est ça. Au fur et à mesure, ils faisaient ça dans la rue et ça s'est popularisé. C'est arrivé en France dans les années 80. Oui. Donc grâce à ma maman. Grâce à ta maman? Oui, c'est ça. Raconte-moi ça un peu. Elle a découvert donc, un groupe, donc Africa Bambaataa, qui sont venus à Paris pour un concert. Et elle a vu des jeunes filles donc, faire du double dutch. Et depuis ce jour-là, elle s'est dit... je voudrais faire ça toute ma vie et elle a réussi à créer son club et ça s'est popularisé en France et dans tout le monde. Qu'est-ce qui te plaît dans le double dutch? Dans le double dutch, c'est surtout l'esprit d'équipe avec donc toutes les filles du club et surtout de créer de nouvelles choses, des nouvelles figures, d'essayer et toujours avoir soif de création. Là, on est vraiment dans un sport, c'est vraiment une discipline sportive, le double dutch. Oui, c'est ça, c'est un sport avec des championnats internationaux, nationaux et même régionaux. Et là, on bataille pour rentrer aux Jeux Olympiques. Carrément les Jeux Olympiques? Oui, okay. Les Jeux Olympiques. 1, 2, 3, on saute. Saute, saute, c'est ça. C'est tout simple. Après, il y a des croisés qui peuvent arriver, des figures. Alors, c'est quoi les croisés? Les croisés, c'est quand on croise devant, ici. Et on saute en même temps. C'est ça. Mais on croise après. Il faut bien croiser pour comme que ça. Les poignets sortent. Ah, faut que les poignets sortent. Ça. Ok. Allez, on y va, on va faire un croisé. 1, 2, 3. 3, on croise. Presque, c'est ça. Presque, il faut continuer. Oui, il faut continuer avec les bras. Moi, ce que j'aimerais bien pratiquer, c'est ça, là. Parce que c'est là qu'on sent que c'est un sport d'équipe. Oui, c'est ça. Le double dutch, donc avec les deux cordes. Alors, attends. Donc, on commence en faisant des petits cercles. Ouais. Et au fur et à mesure, on s'avance jusqu'à ce que les cordes touchent le sol et on fait des il faut que ça touche. Là, ça touche la caméra, mais il faut que ça touche le sol. D'accord. Et là, moi, je vais rentrer. Il faut être très régulier.
over. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Voilà, vous l'avez vu tout au long de cette émission, l'offre sportive est riche en Ile-de-France. Un dernier bon plan, si vous êtes adepte du street workout, eh bien, sachez que la mairie de Paris propose 5 endroits dans son territoire pour pratiquer cette discipline qui mélange à la fois gymnastique et musculation. Alors bien évidemment, vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre plateforme France.tv. Vous pouvez aussi venir me parler sur les réseaux sociaux. On n'oublie pas les bons plans sur Paname la carte. Et on se retrouve la semaine prochaine en forme comme moi pour une nouvelle balade dans Paname. Allez, ça c'est le maximum que je puisse faire. Bon, on est quand même à quelques mois encore de l'ouverture des JO, mais t'as une petite pression qui monte ou pas? Bon, on a encore le temps.